Donc, une des choses qui est devenue assez rapidement évidente, c'est combien le travail d'analyse sur ces matériaux un peu New Age ou paganisme contemporain ou développement personnel exigeait, à l'instar de toute recherche anthropologique, exigeait un travail de terrain empirique. Et d'autant plus que là, la situation était un peu faussée, en quelque sorte, par l'existence de tout un type de discours préexistant sur ces matériaux, produits par les intéressés eux-mêmes, sur la nature de ces événements, et que l'anthropologue se doit de pouvoir toujours déjouer et ne pas simplement répéter ce que les gens avec qui il travaille disent, parce qu'à ce moment-là, on les écoute eux, et c'est pas la peine d'avoir lui, quoi. Du coup, si lui, l'ethnologue, il ajoute quelque chose, c'est fondé sur une recherche en partie autonome, à partir de recherches empiriques de terrain. Et, euh, et là, c'était pas évident, mais peut-être je devrais dire que toutes ces questions de terrain, et que là j'ai vraiment tenté plusieurs choses dans ce sens, euh, est venu remplacer un travail de terrain fait dans des situations, disons, plus exotiques, et notamment dans mon terrain de doctorat au Cameroun, et puis ensuite en Guyane française, donc chez des Noirs marrons. Alors, je suis retourné à plusieurs reprises, mais surtout en 96 sur mon terrain au Cameroun. Et là, c'est vrai que j'ai trouvé un monde totalement changé. Euh, Là, il y avait d'abord, la plupart des gens avec qui étaient mes interlocuteurs étaient décédés. Il y avait une situation un peu difficile dans la mesure que, bon, là, c'est sur des routes ou des pistes qui traversent la forêt. De temps en temps, la route et la piste s'élargit un petit peu. Il y a quelques maisonnées, mettons une cinquantaine de personnes, et puis ça continue, et 10 km plus loin, ça fait. Donc, c'est des sortes de pistes ou de routes qui traversaient la forêt. Les routes en très mauvais état, c'est des routes qui étaient forgées, euh, créées par des exploitants de bois, et dont le deal était vous nous donnez le bois, nous on fait les routes comme ça, mais en fait pas d'entretien des routes. Du coup, en fait, souvent les routes qui traversaient beaucoup de petites rivières étaient réduites à deux troncs d'arbres sur lesquels on devait passer. Bon, donc tout très approximatif, et qui est resté quand même assez isolé comme d'accès. Mais là, avant, même quand j'y étais, les jeunes, quand ils arrivaient bon, à l'âge de 18 à 25 ans, ils partaient en ville pour faire un sort pour avoir la vie, quoi, un peu. Donc, les hommes, ils travaillaient souvent sur les ports. Des trucs hallucinants qu'on m'a raconté, qu'on leur donnait le droit. Ils avaient mangé à midi, ils avaient droit à 1 kilo de nourriture et 1 litre de boisson. Donc là, ils pouvaient sélectionner. Mais j'imagine avec le fait de retourner au boulot avec 2 kilos de trucs dans le ventre, mais bon. Et les femmes faisaient un peu la prostitution opportuniste, pas très institutionnalisée en ville. Mais grosso modo, tout ça s'était vu comme une sorte d'aventure, une sorte d'exploration de jeunesse. Et une fois qu'on faisait ça, ben, on retournait au village, on se mariait, on s'établissait, on devenait cultivateur. Et en l'occurrence, on cultivait pour manger, mais on cultivait aussi le cacao. Bon. Mais maintenant, ça faisait pas mal d'années plus tard, et là, les jeunes c'est pas vivable en ville de cette façon-là. Euh, et du coup, les jeunes étaient un peu coincés au village et devenaient de plus en plus hargneux
avec le fait qu'ils se vivaient comme condamnés à un mode de vie euh, auquel ils ne voulaient pas adhérer et que la radio leur montrait qu'il y avait plein d'autres choses et que là, ils ne pouvaient pas y accéder, à la différence de leurs parents qui pouvaient, et puis revenir. Et puis, beaucoup de gens des adultes qui avaient quitté le village et qui étaient employés dans des villes, comme flics ou douaniers ou associations, n'importe quoi, sont arrivés à la retraite. Et à la retraite, en gros, ils n'avaient plus ils touchaient rien du tout, et du coup, ils ne pouvaient plus vivre en ville. Et du coup, ils revenaient au village, où heureusement, pendant leur emploi, ils renvoyaient au village, chez un jeune frère notamment qui est resté au village, de quoi leur construire une maison. Et du coup, ils avaient un lieu pour revenir. Mais ils avaient totalement perdu la façon de faire villageoise. Et du coup, ils s'engueulaient avec tout le monde, ils ne prêtaient pas leurs outils, ils ne respectaient pas, disons, le tribunal coutumier, ils voulaient toujours appeler le préfet. Donc, tous ces gens-là qui avaient le surnom les élites du pays, bon, ça faisait que, et entre eux et les jeunes, ça faisait une vie pas très attirante. Donc, ça ne m'emballait pas tellement. Les choses évoluaient, mais bon, ça, les choses évoluent, ça ne me gêne pas. Mais en gros, j'ai senti vraiment que, en ce qui concerne la recherche, c'était devenu un autre terrain, en fait. Et du coup, je suis resté 3 mois, beaucoup pour dire au revoir, presque comme visite sociale. J'ai fini par pour travailler sur sur 2 choses, sur en gros, mon truc de chèvre, comme à chaque mariage, on découpait une chèvre, et le découpage, la distribution de la viande de chèvre, crue, cuit, quel morceau, restituait une sorte de cartographie actuelle des relations sociales, était abandonné en faveur d'une autre pratique qui était que on tuait l'animal et on le divisait en plein de petits morceaux individuels, et tous les individus qui participaient prenaient un morceau. Et c'était en partie dû à des affaires des craintes de sorcellerie, mais aussi parce que tout le régime matrimonial et parenté était en train de changer. En fait, avant, je travaillais avec un clan de 5000 personnes, exogames, qui habitaient à côté d'autres clans exogames, énormes comme ça. Et peu à peu, ces clans-là le mariage au sein du clan devenait possible. Et du coup, j'ai assisté à cette sorte de changement de phase où maintenant on avait un clan composé de tant de lignages. Et là, chacun des nouveaux lignages, en quelque sorte, des lignages anciens, étaient des clans virtuels, qui eux aussi étaient exemples. Mais en fait, un peu comme le truc domestique et le segmentaire, c'est pas simplement qu'on descendait d'un nouveau. Certains des clans n'étaient pas pris en compte, d'autres étaient fusionnés avec d'autres. En fait, on recomposait le truc clanique. Mais grosso modo, les Ebusok ou les Ngwe, qui jusqu'à là ne se mariaient pas entre eux, au sein d'eux, qui faisaient que, par exemple, la nuit, si on veut les coucher, c'est 40 km de marche, hein, c'est pas une blague. Je veux dire que du coup, où on peut coucher avec des gens de son clan, mais il ne faut pas que ça se voie et compagnie. Donc, il y a la circulation, la nocturne, là, beaucoup moins. Du coup, tout d'un coup, les gens trouvaient des partenaires au sein d'un même village, c'était vraiment inédit comme truc. Donc, toute cette évolution a changé la donne. Donc, j'ai fait un article sur ce changement de donne, en gros. Et l'autre texte était sur la sorcellerie, et c'était notamment pour un bouquin en hommage à Louis Mallard, que j'ai fait avec Ramon Sarro, qui est un ethnologue catalan, qui est maintenant à Oxford. Et là, c'était plutôt un travail sur comment expliquer la prégnance de la sorcellerie, son aptitude. Je veux dire, tout le monde a des conflits. C'est-à-dire que, et puis, c'est normal. Si moi, il m'arrive de penser des trucs mauvais sur des gens, je peux penser qu'eux aussi, ils pensent des choses mauvaises sur moi. Donc, ça, c'est un peu normal. Et c'est aussi normal de ne pas pouvoir préciser de façon exacte les causes de ce qui m'arrive. Bon, ok. Donc, mais
comment ça se fait qu'à un certain moment, ça prend la forme d'un système sorcellaire avec bon, donc c'est ça qui m'intriguait, parce que j'étais totalement omnibulé par le fait qu'un type que je connaissais vraiment très bien, euh, son fils est mort et il a toujours maintenu, et d'ailleurs il a fait un sort de procès, que c'était son voisin qui est venu l'ensorceler. C'est un type de sorcellerie un peu, de type un peu nouveau. Le truc traditionnel, c'est les sorciers bouffent leurs victimes. Et souvent, ils les bouffent nocturnement. C'est-à-dire que, en fait, la personne devient faible, compagnie, et finalement, il finit par mourir. Mais en fait, c'est parce que l'autre a déjà bouffé son corps la nuit. Et que, bon. Tandis que dans le nouvel type de sorcellerie, le victime n'est pas mangé, il est vendu. Il est vendu à la côte, et puis de la côte en Europe, et c'est pour ça qu'il y a tellement d'Africains en Europe, non? C'est-à-dire que ce sont en fait tous ces gens qui ont fait l'objet de tractations basées sur la traite, quoi, sur le modèle de la traite. Et du coup, le voisin aurait embauché ce gamin parce que lui, il savait bien écrire et lire, et du coup, il avait besoin d'un secrétaire. Du coup, il a vendu. Bon. Alors, encore une fois, c'est pas cohérent. Il a vendu, mais il a gardé, mais il est mort. Et mon ami, là, le type, qui était le père de ce gamin, il continuait à vivre à côté de son voisin. Alors, c'est vrai qu'il ne parlait pas, mais mon problème, c'était que soit il estimait qu'effectivement son voisin l'a tué, et que ça soit par sorcellerie ou par couteau, on s'en fout, quoi. Et à ce moment-là, je ne comprends pas comment il pouvait vivre avec ça. Soit c'était un truc qu'il a tué symboliquement, et non, mais il n'était pas de ce genre-là. Du coup, je ne comprends rien de comment il pouvait. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Du coup, j'ai travaillé là-dessus en retraçant un peu l'historique des deux grands sorciers de mon lignage que je connaissais bien, avec tous les gens qui sont censés être tués, les gens avec qui moi j'ai eu beaucoup de relations avec eux, du coup j'ai pu les connaître. C'est un type, j'adorais, c'est un grand type, il mangeait beaucoup le cola. Quand on mange du cola, on le mâche, ça vire un peu à l'orange. Il avait très belles dentition, mais quand il comme ça, il avait fait un petit morceau d'orange dans les dents. Pour moi, ça faisait tout à fait festin nocturne des sorciers. Mais en tout cas, j'ai suivi un petit peu son truc à lui. Et puis à un moment donné, j'ai moi-même. Donc lui, il était mort quand je suis retourné en 96. Du coup, et son frère aussi. Mais à un moment donné, j'ai eu l'expérience de me sentir objet d'une attention sorcellaire. Un type qui était un peu étrange, bon, et qui, bon, c'est un peu compliqué, mais grosso modo, à un moment donné, il vient voir la personne chez qui je restais, qui lui était convaincu que c'était un sorcier, qu'il est devenu pour... à une occasion, il avait un verre. Il n'a pas voulu prendre le verre qu'on lui a offert, il a sorti son propre verre, quelqu'un l'accusait de sorcellerie, ça a eu un conflit. Hein. Bon. Il est venu pour s'expliquer à la personne qui me logeait. Et donc l'autre disait, mais je ne suis pas sorcier. Mon hôte disait, oui, mais les sorciers ils disent toujours ça quand même. Bon. Donc ils avaient une sorte de discussion comme ça. J'enregistrais pas parce que je n'aimais pas enregistrer, mais je prenais des notes. Et puis à un moment donné, il est parti. Et moi, par la suite, j'ai trouvé qu'il avait laissé son mégot. Or, dans ce coin-là, on ne laisse pas son mégot. Surtout moitié fini, là. Ça ne se fait pas. Du coup, j'ai vécu ce mégot-là comme animé par une sorte d'intention sorcellaire où, tout d'un coup, son attitude qui était un peu trop lisse, parce que quand on accuse des gens de sorcellerie, la réaction convenable, c'est une réaction émotionnellement forte. Soit on nie fortement, soit on accuse l'autre, soit on est accablé par cette accusation. Soit, bon, mais lui, c'était bon. Vous pensez ça? Ah bon. Et du coup, tout ce truc-là, à façon d'être, moi, je l'ai vécu comme
une proie, quoi. Donc, bon, donc j'ai essayé de mettre ça dans ce texte pour le Mala. Mais après, je suis parti du Cameroun et donc je ne suis pas retourné. Donc là, c'est vrai que j'y pense souvent. Je n'ai jamais eu une sorte de relation continue tant que je n'étais pas sur le terrain avec les gens de mon terrain. Je contraste avec ma femme qui travaille sur les aborigènes australiens, mais ils sont tous en train de Facebooker, ils sont en contact continuellement avec elle, elle est prise dans le réseau constamment, quoi. C'est pas mon, ça n'a jamais été mon cas. Du coup, ça me fait de la peine, mais c'est un autre, c'est passé. Alors, j'ai entrepris un autre terrain depuis, parce que les trucs au Bénin, au Sénégal, c'était vraiment très, très rapide. J'avais envisagé à un moment donné de faire un terrain en Guinée, en la Guyane française. Euh, Là, j'ai suivi ma femme qui est aussi psychiatre et qui a eu qui était embauchée pendant 3 semaines pour un remplacement. Puis on est resté quelques mois et je suis retourné à plusieurs reprises. Et là, je voulais travailler sur bon, la situation des Noirs marrons. C'est des gens qui habitent sur une fleuve qui va vers l'intérieur de la Guyane, fleuve qui est assez dangereuse et et eux, ils étaient assez riches parce qu'ils contrôlaient le mouvement fluvial, quoi. Et du coup, c'était un truc, c'est une de ces sociétés un peu comme Mayotte, c'est-à-dire matrilinéaire, matrilocale, où les hommes en fait bougent beaucoup et c'est les femmes qui représentent les positions un peu stables. Et c'est des gens qui affichaient énormément leur richesse avec des dents d'or, des diamants, des trucs comme ça. Bon. Mais c'était vraiment une époque révolue. Et maintenant, c'est des gens qui sont pris entre la Guyane française et Guyana, avec énormément de gens qui traversent le fleuve pour accoucher en France. Et du coup, ils touchent les allocations. Du coup, il y a tout un énorme mouvement. Et puis, il y avait la guerre en Guyana, à Suriname. Et du coup, il y a plein de gens qui sont les mêmes gens. C'est les gens marrons, soit des Njuka, soit d'autres gens qui sont venus. Et du coup, il y avait tout un tas de gens qui sont venus comme immigrants, euh, un peu contre leur propre gré, mais aussi contre le gré des autorités, puisque justement, ils venaient accoucher là, et du coup, ces femmes qui accouchaient touchaient l'allocation familiale, elles n'avaient pas besoin d'hommes. Et bon. Et d'une certaine façon, ça a été en continuité avec la façon de faire Noir-Marron. D'un point de vue du département français, c'est pas bon, quoi. Donc ça n'a pas bien marché. Et du coup, il y avait des sortes de bidonvilles dans à Cayenne, à différents endroits. Et moi, j'étais donc à Saint-Laurent-du-Maroni, qui est un peu plus à l'intérieur, mais avec des contacts continus avec les villages qui étaient dans le fleuve, plus haut dans le fleuve, où tous les funérailles ont lieu. Bon, mais donc, j'étais installé pendant quelques mois dans un de ces bidonvilles, où je vivais avec une dame qui faisait la guérison, qui était possédée par des esprits ancestraux, les morts. Et mon projet, c'était de travailler simultanément sur, d'un côté, les rituels de libation aux ancêtres, qui étaient des trucs tellement très beaux, très élaborés, un peu sur la technique physique de la libation et les techniques de l'énonciation des paroles et les séances, disons, presque juridiques, comme ça, d'un côté, et puis sur la bureaucratie et le fait de... Parce que la moitié de la vie de ces gens-là se passait dans des queues, en attendant sur des queues pour la sécurité sociale, pour la mairie, pour avoir une paire de lunettes, pour avoir tous les trucs scolaires. Donc ils étaient pris dans une sorte de gang bureaucratique qui faisait que la moitié de leur vie était en fait consacrée à ça. Du coup, l'idée c'était de faire un truc rituel bureaucratie, en gros. Bon. À un moment donné, la pauvre femme avec qui je restais est morte.
Et grosso modo, ça correspondait à la réalisation que, OK, j'étais là 2 fois, quelques mois, c'est pas assez. Il faut que j'apprenne la langue et il faut que je m'installe pour plus longtemps. Et ça tombait mal dans ma vie. C'était vraiment pas évident pour moi entre-temps, j'avais toute une vie et puis j'enseignais. J'étais passé du CNRS où je faisais de la recherche à l'EPHE où j'enseignais. Donc, je ne l'ai pas fait. Et je regrette parce que là, c'était un terrain très intéressant. Je crois dur parce que le bidonville était complètement trusté par les trafiquants de drogue. Mais bon, c'était quand même ces histoires de bureaucratie et rituels, ça offrait une opportunité, je crois, à faire. Mais donc, tous ces terrains exotiques, finalement, j'ai arrêté. Et donc, j'ai commencé, sous la pression de devoir faire du terrain pour les trucs New Age et néo-païens, de faire des terrains plutôt en Europe ou dans les villes d'Occident contemporain. Alors j'ai tenté à un moment donné, je trouvais une sortie possible, c'était de faire un terrain un peu online, dans Second Life. Là j'étais branché avec des gens qui faisaient beaucoup sur la religion online et je me suis dit, bon, j'ai ouvert un compte Second Life, je me dis, bon, je vais travailler sur Second Life. Il y a vraiment de quoi faire, hein, parce que les gens, ils n'arrêtent pas de faire des rituels. Il y a des églises, mais aussi les gens se marient, et puis il y a tout un truc particulièrement intéressant là-dedans, c'est toute la version sadomasochiste, SM, un peu queer là-dedans. C'est vraiment intéressant. Il y a des trucs géniaux, parce que le truc, c'est que comment est-ce que, dans une pratique corporelle comme ça, où le corps compte tellement, comment on fait ça online? Absolument pas évident. Ben, ils trouvent des trucs absolument géniaux, des choses, des petits programmes qui immobilisent le personnage, ou à un moment donné, on met un capuchon sur le personnage et tout d'un coup, l'écran devient noir. Non, mais donc, il y a des trucs. Maintenant, il doit en avoir des choses technologiques, mais c'était très intéressant comme truc. Mais là aussi, après quelques semaines de pratique, quand en Second Life, maintenant je suis un peu différent, en Second Life, quand on parle, on fait comme ça. Et puis bon, parce qu'on tape à la machine, et du coup ça reproduit tape à la machine, et ça fait des mots qui apparaissent comme ça. Il y a toute une technique corporelle pour être reconnu comme interlocuteur légitime, du genre, bon ben, j'ai mon personnage, mon avatar qui parle avec toi, mais et je ne te regarde pas, c'est quoi ça? Non, il faut que j'ai ça. Du coup, il faut que j'ajoute dans la programmation le fait que je tourne comme ça. Euh, et les gens vivaient monétairement de Second Life en faisant des patchs informatiques qui permettaient ce genre de choses. Genre, je veux fumer en Second Life. Absolument pas évident d'avoir une cigarette que je peux poser et maintenant je prends ma main et la cigarette reste là. Parce qu'au début, la cigarette venait avec. Hein, c'était partie de l'image. Du coup, c'est très compliqué. Des gens qui veulent vivre, présenter une image quelconque, qui veulent avoir une maison quelconque, en fait. Donc il y a toute une connaissance, et là aussi, moins de 6 mois, c'est pas la peine. Tout simplement, c'est du vrai terrain là aussi, donc il fallait. Donc bon, non, j'ai laissé tomber ça. Et donc, ce que j'ai trouvé, c'était la danse. Je m'intéressais maintenant depuis 15 ans, j'anime tous les mois une journée d'études sur la danse comme objet anthropologique, avec Georgiana Virgor, qui, elle, est une anthropologue de la danse en STAPS, éducation physique à Clermont-Ferrand. Et donc, on fait cet atelier, et lorsqu'on a commencé, c'était parce que l'anthropologie de la danse était pratiquement inexistante, et les gens avaient vraiment besoin d'un peu de cadrage conceptuel et humain. Et nous, on a vraiment fourni ça. Du coup, on avait des gens totalement... Et puis, c'était bien parce que les gens qui travaillent sur la danse, ils sont tous un peu des ex-danseurs ou des gens qui voulaient être danseurs et compagnie. Mais du coup, ils sont très personnellement impliqués. C'était un chant qui émergeait seulement. C'est super excitant. Du coup, moi, j'étais plutôt branché corps, un peu émotion. Je revenais un petit peu avec cette idée-là. J'avais beaucoup travaillé sur la douleur, et la douleur chronique, et la douleur imposée, la souffrance.
La danse était un peu, ça restait corps, un peu plus gai, quoi. Et du coup, j'ai fait ça pendant longtemps. Ça a très bien marché, ça continue à très bien marcher. On a vraiment produit une génération de gens qui maintenant ont des boulots, qui font l'anthropologie de la danse, qui fait que l'anthropologie de la danse maintenant en France est une voie tout à fait viable et respectable. Et du coup, bon, c'était un peu logique pour moi. Je vais faire un truc un peu New Age, néo-païen et compagnie. Je vais le faire avec la danse. Comme ça, j'ai deux pierres d'un coup. Bon.